les amis, on l'avait annoncé qu'on serait en direct ce samedi pour se faire un dernier cadeau de l'année ou au contraire le plus beau cadeau de l'année. Alors je vous laisse nous rejoindre au fur et à mesure pour ce live en direct. Je sais que nous sommes en pleine fin d'année et que vous êtes nombreux et nombreuses à fêter ensemble, mais justement c'est l'occasion de s'offrir le plus beau des cadeaux. C'est la fin d'année, donc on va se faciliter la vie, on va donner vraiment des exercices les plus... En fait, on va comprendre pourquoi il est simple de se faciliter la vie. Alors j'en profite pour faire des petits coucou à tout le monde. Et pour se faciliter la vie, eh bien, j'avais envie d'avoir un expert, parce que vous le savez, hein, moi j'aime bien parler toute seule, mais j'aime encore plus avoir du monde pour nous apporter une vraie expertise. Et je vais donc faire la petite manipulation pour... On est nombreux à vouloir avoir des résolutions en début d'année, on est nombreux à vouloir plein de choses, mais est-ce qu'on s'en donne les moyens et est-ce que le fait de procrastiner, justement, n'est pas un, justement une façon de s'expliquer le fait de ne pas faire quelque chose. Alors, mon invité du jour, je suis ravie parce que quand on a décidé de faire cette interview, il était aussi emballé que moi, il était aussi heureux que moi de faire ce petit live. Donc, j'en profite pour faire des coucous à tout le monde. Hein. Merci de nous rejoindre. Donc, dans ce live, on va se faciliter la vie. Vraiment, on a l'impression, Kevin, que quand je dis se faciliter la vie, que c'est encore une promesse en l'air, que quand on parle de zone de génie, on a le sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, que c'est encore des vœux farfelus qui ne peuvent pas se réaliser, alors qu'en fait, tu en as fait l'expérience et ton parcours m'intéresse d'autant plus. Je vais te laisser te présenter, mais tu es un ancien sportif de haut niveau, de basket. Donc, vraiment, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que ce live s'adresse bien sûr à tout le monde, mais particulièrement, vous le savez, hein, aux sportifs de haut niveau, aux anciens sportifs de haut niveau. Et Kevin baigne complètement dedans, puisque c'est un ancien sportif de haut niveau, et son frère est encore sportif de haut niveau. Donc vraiment, il connaît toute la problématique du sujet, et non seulement il la connaît, mais en plus il l'a expérimenté. Explique-nous pourquoi. Bonjour, merci d'être avec nous ce samedi, Kevin. Bon, bonjour, bonsoir à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Je voulais juste Ouais, tu as vérifier raison. ça. Moi, je t'entends bien. J'ai eu des coucous. Personne ne m'a dit qu'on n'entendait pas, donc je pense que ça devrait Ok, c'est aller. bon. Est-ce que Nickel. vous Alors, entendez? je suis Est-ce que vous pouvez me faire dans le des live, petits ouais. cœurs, des petits coucous si... Ouais, les coucous, bon, on en a plein, donc du coup, les coucous, ça va peut-être pas être la bonne référence, mais dites-nous un petit pouce ou un petit OK si vous entendez les deux. C'est le mieux des... Ça va. Nico a dit que tout va bien. Nico, qui est Ok, un fervent présent, j'ai envie de dire comme ça, un fervent supporter de mes lives, car il est souvent présent. Donc tout va bien. On t'entend bien pour la présentation, ok, Kevin. parfait. Parfait, ok. Donc, bonsoir à tous, bonjour à tous pour ceux qui sont sur un autre fuseau horaire comme toi. Donc, je me présente, donc Kevin Adeoti, 38 ans, toulousain, euh, afro-français ou afro-aveyronais. J'exerce actuellement dans le monde de l'accompagnement, plus particulièrement l'accompagnement professionnel, où on en parlera plus tard. J'utilise spécifiquement une méthode, le MO2I, pour permettre à des personnes de découvrir justement ce qu'on appelle la zone de génie, ou le génie créatif, ou l'excellence d'action. Il y a plein de petits noms. Et après, on développe ensemble le projet professionnel qui serait le plus adapté en termes de sens, en termes de pertinence par rapport à la personne pour permettre en fait à chacun de trouver sa juste voie, de trouver sa juste place, peu importe l'âge que la personne a. C'est souvent des personnes dans une plutôt deuxième partie de vie, on va dire après 35 ans, qui se reposent un peu des questions de sens. Et du coup, on développe le projet professionnel pour justement aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus profond et dans lequel on va pouvoir exceller. Donc, le but, c'est accompagnement professionnel pour mixer ou faire un combo du sens, de la fluidité, du plaisir et du succès. Donc, c'est vraiment un combo sur lequel j'accompagne les personnes depuis maintenant un an. Parce que moi, j'ai une transition puisque j'étais précédemment ingénieur dans le monde de l'industrie. Donc, j'ai fait l'aéronautique, l'industrie médicale. Et avant ça, j'ai été donc, comme tu l'as dit, sportif de haut niveau. Donc, je crois entre mes 13 ans et mes 18 ans,
où j'ai joué, on va dire, dans les plus hauts niveaux du basket, notamment en cadet, où j'ai été ce qu'on appelle le cadet division 1, donc où je jouais contre tout ce qui était les CSP Limoges, Fortes, pour ceux qui connaissent, voilà, ceux qui connaissent le basket Cortez, reconnaîtront un surtout petit peu ces une grosse Fortes. écurie, j'ai envie de À dire. l'époque, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est un petit peu baissé, on va dire. Maintenant, il y a beaucoup plus Monaco, Lasvel, Nanterre, etc. Il y a d'autres Les équipes, Mets, mais avant, il les y avait Mets surtout Mets 92, mais Metz. qui ont explosé, qui étaient Exactement. déjà à un bon niveau, bien sûr, mais que Wembanyama a plus que mis en lumière à l'international, quoi. Exactement, exactement. Et maintenant, il y a Nadir Ifi, qui était aussi, qui jouait, il me semble, pour eux, ou qui joue Oui. pour eux. Aussi un jeune crack français qui est en train de faire ses gammes pour, pourquoi pas plus tard aller faire ses gammes Ouais, qui est en NBA. Et déjà comme tu l'as annoncé dit aussi, moi, je me suis comme un futur ouais, drafté en NBA. Ouais. exactement, exactement. Et, euh, et donc, j'ai aussi mon petit frère, du coup, qui est sportif professionnel, qui lui, depuis beaucoup plus longtemps, donc, il est dans le monde du foot, il est sportif pro, je pense, depuis plus d'une dizaine d'années, donc dans le football. Il joue en Ligue 2, il a fait Ligue 1, Ligue 2, et il a joué aussi pour l'équipe nationale du Bénin pendant plusieurs années. Donc, c'est pour ça que je suis assez impliqué, assez intéressé par la problématique de la reconversion professionnelle post-carrière, parce que c'est notamment ça la clé, puisque c'est une période très importante pour beaucoup. Et toi, tu le connais beaucoup mieux que moi, puisque toi, tu l'as vécu en ton fort intérieur. Et aujourd'hui, tu accompagnes les personnes spécifiquement là-dessus. Donc, on sera amené à en discuter. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est que moi, c'est une phrase que j'ai dit. Ben, d'ailleurs, mon frère était là pour Noël, donc je lui en ai parlé un petit peu. C'est que selon moi, on peut vivre une vie aussi épanouissante, voire plus épanouissante, post-carrière, que même pendant sa carrière, peu importe le niveau qu'on ait atteint, si on arrive à trouver justement sa juste place, quelque chose dans lequel on trouvera un profond sens, parce que je pense que les besoins existentiels, donc le besoin de sens, est supérieur au besoin de reconnaissance, qui est souvent un besoin qui est très, comment dire, très nourri dans le sport pro, puisque on est sportif pro, on est reconnu, on a du monde qui nous connaît, on rentre, on a des passe-partout, les gens nous disent bonjour, etc., etc. Et on a cette chute post-carrière qui fait que c'est pour moi très important de préparer cela et de vivre au mieux cela pour justement avoir une vie qui est encore plus enrichissante, épanouissante après carrière. Et ça, je pense vraiment que c'est possible malgré qu'on ait été champion. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé rapidement, on avait discuté, mais Claude Makélélé, dans une interview, a cité ça. Il a dit que avoir été sportif de haut niveau, c'est pour lui, ce n'est pas l'apogée de sa vie. Il y a d'autres choses qui vont venir après qui seront beaucoup plus importantes. Et ça m'avait beaucoup plu parce que ça change du discours habituel de OK, j'ai 35 ans, ben, ma vie, elle va faire que baisser, quoi. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage de se dire ça à 35 ans ou à 40 ans, de se dire, ben, de toute façon, maintenant, je suis que sur la fin et ma vie va être plutôt de moins en moins intéressante. Donc voilà un petit peu la présentation et le pourquoi j'ai été intéressé pour discuter avec toi et je suis vraiment honoré de pouvoir discuter avec toi parce que je respecte énormément les sportifs et tu as été une championne et aujourd'hui, je trouve que ce que tu fais, c'est euh, vital pour beaucoup parce que beaucoup croient que la vie de sportif professionnel, c'est la panacée. Non, c'est pas vrai. De un, c'est une vie très éprouvante et post-carrière, c'est aussi très éprouvant d'avoir cette chute, comme je disais, du jour au lendemain où toute ta vie change overnight, quoi. C'est du jour au lendemain, ta vie change complètement et ça, c'est pas forcément facile, mais on peut l'accompagner de la meilleure Tout à manière. l'heure, tu as dit un truc super important. Tu as dit que ceux qui viennent te voir, c'est souvent pour une redirection de vie après de nombreuses années après une première vie. On pourrait décrire la situation, analyser la situation comme finalement des gens qui ont suivi ce qu'on attendait d'eux, des gens qui ont répondu aux attentes sociétales, des parents, etc. Et donc qui ne se sont pas vraiment posé la question de qui je suis, ce que j'ai envie d'être et ce qui est facile pour moi de faire. Parce que souvent on a des passions, souvent on a des choses qu'on fait comme ça, tu dis oh mais ça vaut rien, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur, et on s'empêtre dans une autre vie, on devient avocat parce que au niveau de la famille c'est super bien, c'est bien vu d'être un avocat, on devient ingénieur, n'est-ce pas Kevin, parce que être ingénieur ça représente telle et telle chose pour soi et pour d'autres, mais en fait
on ne sait pas qui on est. Et justement, parlons de cette zone de génie. C'est vrai qu'on a affiché un grand mot comme ça, zone de génie, celui, on pourrait croire que c'est Aladdin qui va sortir de la lampe et qui va tous nous sauver. Quand on parle de zone de génie, quand on parle de génie, de quoi on parle exactement? Alors, quand on parle de génie, il y a vraiment deux choses à distinguer. Il y a la terminologie qu'on entend souvent qui est la zone de génie. Donc, la zone de génie, c'est globalement les domaines ou les situations dans lesquelles je vais pouvoir exercer mon génie. Donc, ça peut être différents domaines, différents contextes, différentes situations dans lesquelles mon génie va s'exprimer. Maintenant, quand on parle de génie, on parle pas seulement de la zone de génie, donc des situations, des contextes ou des domaines dans lesquels j'ai du génie, mais la manière dont j'ai du génie. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le génie? Le génie, c'est être dans un processus où on est en maîtrise, en excellence, sans même le savoir. Parce que le propre du génie, c'est d'être inconscient. C'est-à-dire que quand on a du génie dans quelque chose, quand on fait le geste magique, quand on a l'inspiration magique, notamment dans le sport, ce n'est pas dû à un processus conscient, c'est dû à un état de flow, à un état de l'ordre de l'inconscient. Et donc le génie, c'est un processus dans lequel je vais être à même de collecter des informations, de les analyser et de créer des solutions ultra pertinentes, justement dans des situations, dans des contextes particuliers. Et ce qui est intéressant dans ce génie, c'est que tout un chacun a sa propre manière de lire, de voir le monde, d'interpréter, de percevoir le monde. Et donc, chacun a sa manière d'avoir du génie. Et chacun d'entre nous a du génie même s'il n'en a jamais eu l'impression, même si pour lui, il est nul, ou il n'a jamais vraiment eu du génie dans quoi que ce soit, on a une manière inconsciente de traiter dans la fluidité et la maîtrise un processus qu'on va appeler, si on rentre un petit peu dans les termes techniques, un Mhm. méta-automatisme. C'est-à-dire que c'est un processus qui devient automatique parce que c'est de l'ordre de l'inconscient. Quand on dit inconscient, c'est juste une zone du cerveau qui ne fait pas appel au langage, ce qu'on appelle Mhm. les lobes frontaux. Donc, les automatismes, quand vous faites du vélo, c'est un automatisme. C'est-à-dire comment se déclenche cet automatisme, c'est quand vous êtes sur un vélo, vous ne vous posez pas la question, est-ce que je dois pédaler ou pas? Vous pédalez. Eh bien, ce processus-là, on en a chacun en nous, un en nous, pardon, qui est absolument unique, singulier. C'est notre ADN d'action. Et quand on est dans certaines situations, eh bien, notre génie se déclenche et nous trouvons des solutions très facilement, sans aucun effort, avec une certaine élégance, puisque la maîtrise, on va dire l'excellence d'action, et ça, c'est la terminologie employée par le fondateur de la méthode, donc du MO2I, Mhm. c'est la sœur de l'élégance. Voilà. Et le MO2I, plus précisément là aussi, qu'est-ce que c'est le MO2I? C'est le mode opératoire identitaire Identitaire, et itératif. itératif. Mhm. C'est ça. C'est un processus qui est identitaire, c'est-à-dire que c'est notre ADN d'action. Comme on a un ADN biologique, on a un ADN dans notre manière d'agir, dans notre modalité de percevoir et d'interagir avec le monde. De un, et c'est itératif car il se répète absolument tout le temps. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront en replay que dans les recherches actuelles, les neurosciences, on dit que 95 à 99% de nos actions sont inconscientes. Je ne sais pas si vous maîtrisez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, la majorité des choses que vous faites, vous le faites absolument automatiquement sans vous poser de questions. Ce qui est dommage, c'est que ce processus qui est totalement inconscient peut justement remonter à la conscience. Et on peut devenir conscient, mettre, comment dire, des mots, conscientiser la manière dont on a du génie. Et quand on se rend compte de cela, on se rend compte que notre génie s'exerce de manière itérative, c'est-à-dire absolument tout le temps. Sauf que c'est tellement évident pour nous qu'on a l'impression de ne rien faire du tout. Et Et c'est en c'est ça ça que le c'est facile, paradoxe du génie. finalement. Oui, Puisque quand on exactement. dit C'est ça. facilitez-vous la vie, elle ne va pas changer parce que on a décidé qu'elle va changer. La vie en elle-même ne va pas changer. En revanche, la manière de lire la vie, la manière de lui répondre, la manière d'évoluer dans la vie, une fois qu'on a trouvé sa zone de génie, nous paraît facile. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on sait faire et on le fait. C'est comme à partir du moment où vous avez une passion et que vous vous dites personne ne me paiera pour faire ça, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous êtes
très certainement en train de faire quelque chose que vous seul savez faire de cette façon et que vous pourriez répliquer consciemment, parce que vous le faites déjà, hein, c'est ce que Kevin est en train de vous dire, vous le faites déjà de manière inconsciente, puisque en fait tout ce que vous, c'est ce qu'on appelle le mode opératoire, hein, c'est ce qu'on vous dit, mode opératoire identitaire itératif. Donc votre façon d'agir dans une chose est la même dans plusieurs choses. Et si vous connaissez, si vous prenez conscience de ce qui est facile pour vous et que vous l'apposez sur différents moments, différentes zones de votre vie, vous vous facilitez la vie. Make sense, non? Make sense. Et moi, j'aime toujours donner l'exemple, puisque je pense que comme toi, tu as pas mal de sportifs dans ta chaîne et ça parle assez. C'est vraiment, c'est quoi la zone de génie? C'est par exemple de dire, OK, Mbappé, c'est un génie du foot. OK. Maintenant, sa manière d'avoir du génie, c'est à la Mbappé. C'est-à-dire que pour qu'Mbappé devienne un futur ballon d'or ou un potentiel ballon d'or, il faut qu'il joue à la Mbappé. Faut pas qu'il essaye de jouer comme Neymar Exactement. ou comme Erling Haaland Exactement. ou comme Thierry Henry. Il faut qu'il fasse du Mbappé. Et si la personne est consciente de cela dans sa vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est déjà là, c'est déjà présent, notre manière de faire. Et plus on fera du nous, plus plus on arrivera à valoriser ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous et qu'on fait mieux que les autres. C'est ça qui, puisque c'est évident pour nous les réponses, on va dire les solutions. Donc, plus je vais être dans l'évidence de faire quelque chose, plus je suis proche de ma zone de génie. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde, c'est-à-dire que plus vous faites les choses avec une aisance, une grande aisance, une fluidité et un plaisir, plus vous êtes proche de votre zone de génie. Et plus vous allez être en capacité, si vous posez des mots dessus, de valoriser énormément le travail que vous faites. Parce que comme vous le faites facilement, vous avez l'impression que ça n'a pas de valeur, comme disait Vanessa. Par contre, si maintenant vous conscientisez, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que chacun a une zone de génie, que plus c'est facile pour vous, moins ça l'est pour les autres. Ça, c'est vraiment paradoxal, hein. C'est-à-dire que quand vous vous dites, mais purée, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Eh bien là, c'est parce que pour vous, c'est absolument évident que c'était ça qu'il fallait faire. Sauf que la personne en face de vous, c'était absolument pas évident ce qu'il fallait faire. On a tous regardé un match, on a dit, mais pourquoi il a pas fait la passe? Ben, il a pas vu, tout simplement. Bon, nous, on a des caméras, on a des machines, mais Oui. au-delà de ça, pourquoi c'est facile je sais pas, pour Kyrie Irving de passer. Et d'ailleurs, si vous écoutez, bon, je parle du basket, et vous écoutez Kyrie Irving ou Atem Ben Arfa ou un petit peu des virtuoses du sport, parler de quand est-ce qu'ils exécutent un geste génial. À chaque fois, ils disent, je ne sais pas ce que je fais. Ils n'ont pas idée de ce qu'ils font, c'est totalement inconscient. Ils ne réfléchissent pas. Mais Plus vous tu réfléchissez, parlais moins vous d'Mbappé, j'ai êtes envie de génial. dire, prenons encore une légende incontournable, Pelé. Quand Pelé a commencé à jouer au foot, il jouait tellement différemment des autres que les premiers coachs ont voulu lui mettre des bâtons dans les roues en lui disant que c'est absolument pas comme ça qu'il fallait jouer, qu'il faisait trop d'entrejambes, qu'il bougeait trop sur le terrain, que c'était pas du tout sa façon de jouer. Eh ben, au début, il aurait pu dire, bon, bah, je vais me conformer et je vais rentrer dans les rangs parce que, bien sûr, je veux être en sélection, etc. Mais c'est justement parce qu'il ne s'est pas conformé, c'est justement parce qu'il est resté dans son génie créatif et qu'il l'a renforcé encore et encore, qu'il est devenu le roi Pelé. On l'appelle bien le roi Pelé et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il a créé des choses que personne ne faisait avant et il a continué dans sa facilité. S'il s'était conformé, c'est-à-dire s'il avait suivi ce que les autres attendaient de lui pour rentrer dans la boxe, il ne serait pas devenu ce qu'il était. Peut-être même qu'il aurait arrêté le foot. Mon Dieu, mais quelle Ouais, tristesse. Donc vraiment, le fait de complètement. rester et de renforcer sa jambe de génie, de se prendre conscience de sa jambe de génie, fait de nous, et je sais que ça va te faire sourire parce que c'est un mot qu'on emploie régulièrement, un virtuose. C'est comme ça qu'on devient un virtuose. Parce qu'on Oui. renforce non seulement sa confiance, bien sûr, mais, mais aussi sa façon de faire. Quand on en prend conscience, mais alors on explose toutes les barrières. Ouais. Ouais, j'ai une phrase que j'ai pensé l'autre jour, que je te dis ce soir, c'est pour moi, il faut faire le deuil de la personne qu'on ne sera jamais. Hum. C'est essentiel. C'est-à-dire que, et je vois, faire le deuil de la personne qu'on ne sera jamais et ne jamais enterrer qui on est vraiment. Parce que souvent, on fait ça. Tu parles de conformité, et en fait, on se rend pas compte. La conformité, ça vient très vite. Moi, je vois dans le monde du travail, on est plein de processus.
Tu sais, il faut respecter des processus, etc., dans notre manière même de régler des problèmes. Il faut, La j'irai plus loin, il faut problématique suivre qui vient, c'est l'éducation, il faut respecter l'éducation qu'on nous a donnée. exactement, Il ne faut pas, exactement, il ne faut pas exactement. faire honte, il ne faut pas transiger. Non, mais c'est ça. À l'école, par exemple, on le dit souvent, mais à l'école, on a, je sais plus le pourcentage, je crois que c'est un des TEDx les plus connus de l'histoire. Je me rappelle plus son nom, c'était quelqu'un qui est spécialiste dans l'éducation, qui expliquait que les enfants, à 2 ans, quand on mesure, il y a 98% de génie. Et plus on avance dans le temps, moins on en a. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient éteindre cette créativité qu'a tout un chacun. Et généralement, dans le mode d'éducation dans lequel on est, c'est exactement ce qui va se passer. Même dans la manière de jouer, dans un sport ou dans, comme j'ai dit, dans le monde du travail. On va vous dire de faire d'une certaine façon. Et c'est là qu'on vient tuer la créativité dans l'œuf. Parce que justement, le fait d'être excellent et être un virtuose, c'est ne pas suivre un protocole, un processus, c'est faire, on va dire, adopter le processus et en faire sien, le faire sien. Moi, je donne l'exemple de comment j'accompagne. Moi, j'utilise la méthode du MO2I, d'accord, qui est protocolisée. Mhm. Donc, pour obtenir l'habilitation, j'ai dû suivre une formation d'1 an. Euh, Quelque part, me fier à un protocole, suivre un protocole au départ. Sauf que ce protocole, il était tellement en symbiose avec ma manière de faire que très rapidement, j'ai pu rentrer et intégrer ce protocole à ma manière de faire pour justement faire cette alchimie entre le processus et moi-même et arriver à faire quelque chose justement d'excellent. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire quelque part quand on arrive dans le monde du sport, dans le coaching, même si je prends les coachs pro, on voit bien que les coachs pro qui ont leur identité, c'est eux qui ont les meilleurs résultats. C'est eux qui produisent le plus beau jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas en suivant le protocole de quelqu'un d'autre. Et on réinvente pas Là, la là tu es poudre en à train caudre. de. Mais Un nom globalement, qui vient, Mourinho. Mourinho décrié par une partie, encensé par Mourinho, une autre. bien entendu, Ou Bielsa. bien Bielsa, entendu. c'est pareil. Quand les mecs, et d'ailleurs, tu peux ne pas savoir, si tu es fan de foot, tu peux ne pas savoir qu'il y a eu un transfert de coach. Quand tu vois la manière dont il a Mhm, constitué l'équipe, la manière dont il fait bouger ses joueurs, tu peux reconnaître directement la stratégie de jeu. Et là, on est exactement dans ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il passe de club en club, c'est mais que exactement ce qu'il y finalement, avait. tu vois que la même mode opératoire, la même façon d'agir, la même façon d'opérer se propage dans les différents clubs. Exactement. Et c'est là aussi qu'il est intéressant quand on regarde ça, et on peut le mettre en parallèle, à l'opposé. Plus vous allez faire selon ce qu'on vous dit de faire et moins selon vous, moins vous aurez du succès. Moins vous serez notable, moins vous serez reconnaissable et donc reconnu. Et ça, on le voit, c'est évident. Par exemple, dans le monde du sport, quand un joueur va dans un club qui ne met pas en avant ses qualités propres, des grands joueurs. Bon, et les exemples, il y en a tellement à foison que je ne saurais même pas les citer. D'accord? Le nombre de joueurs qui sont allés dans un club, qui étaient géniaux dans un club et qui ont fait peanuts dans le club suivant. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus dans un environnement qui était propice à leur manière d'être, à leur manière d'être créatif, à leur manière d'être génial, excellent. Et ça, malgré que leur excellence, leur génie ne les a jamais quittés. Mais quand vous êtes dans le mauvais environnement ou conditions qui vont vous demander de sortir de qui vous êtes, moins vous allez avoir du succès, moins vous allez prendre du plaisir, parce qu'il y a aussi ça, et moins vous allez trouver de sens. Et ça, c'est très important, la notion de sens. Peut-être que dans le sport, elle est moins présente, mais dans la vie post-sport, la notion de sens à ce que l'on fait, elle est vitale. Moi, je l'ai vu autour de moi, dans ma carrière, l'évolution justement dans l'âge, de l'aigreur qu'on peut gagner, des regrets qu'on peut nourrir, à ne pas trouver de sens à ce que l'on fait, malgré qu'on puisse faire des produits géniaux. Moi, j'ai travaillé à fabriquer des avions. Je travaillais pour Airbus, je travaillais pour Safran, je travaillais pour des grands groupes. Mhm. J'ai travaillé pour des entreprises où on développait un outil pour permettre aux gens de retrouver de la mobilité, à des tétraplégiques de remarcher. On pourrait dire c'est génial, c'est plein de sens. Oui, le produit, mais moi, je ne trouvais plus de sens dans ce métier-là. Et malgré que, en apparence, il y avait du sens dans le produit qu'on faisait, moi, je n'étais plus à ma place. Et donc, c'est là où c'est important de bien se connaître pour pouvoir se réorienter, pouvoir trouver des pistes, des voies qui vont nous permettre de retrouver ce sens. Parce que c'est vital, vraiment. Le plus important pour une personne, c'est qu'elle ait du sens. Une vie qui n'a pas
sens, elle peut devenir de plus en plus lourde à vivre. Et on n'a pas cité, enfin, tu m'avais parlé de Gilbert Arenas, et je peux te laisser citer l'exemple, mais pour moi, c'est exactement ça, la vigilance qu'il y a à avoir, justement, à ne pas se connaître, à ne pas anticiper cela, éventuellement, quand on est sportif, et tomber dans une vie qui serait souhaitable pour personne, en Tu fait. parles de Gilbert Arenas, alors je vais resituer. Hein. Alors, il y a Nico qui, je pose la question comme ça, je te donne le temps d'y réfléchir. Il y a Nico qui nous demande, y a-t-il un lien entre la zone de génie et ce qu'on appelle le don naturel? Donc, on va te répondre dans quelques instants pour Ok. Ouais. resituer Gilbert Arenas, qu'on appelait aussi Agent Zero. L'agent zéro, ça m'est revenu là, tu vois, comme quoi. Il nous disait, alors bien sûr, hein, c'était un joueur de NBA, donc qui a gagné des sommes pour l'époque astronomiques. Aujourd'hui, c'est encore plus astronomique, mais c'est déjà bien largement suffisant pour ne pas s'inquiéter de son après-carrière. Encore plus si on a eu les bonnes personnes autour de nous pour investir aux bons endroits au bon moment, donc faire fructifier tout ce qu'on gagnait. Ce qui fait que dans l'après-carrière, eh bien, il ne s'inquiète pas, bien sûr, de quoi vivre, puisqu'il a de quoi vivre en raison. En revanche, la raison de vivre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une phrase que je dis régulièrement à ceux que j'accompagne dans l'après-carrière, c'est qu'on a autant besoin de quoi vivre que de raison de vivre. Et j'accompagne des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs de haut niveau, qui, vous voyez, finalement, le lapsus que je viens d'avoir, il n'est pas si faux, parce que ça aussi, c'est un mode opératoire. On n'est pas un sportif de haut niveau par hasard. On ne devient pas un sportif de haut niveau par hasard. C'est notre mode opératoire. Donc, ta façon d'être sportif de haut niveau, c'est la façon que tu seras dans ton après-carrière. Donc, c'est justement une chose à prendre conscience, à maîtriser pour transférer. Et c'est pour ça que, pour moi aussi, je leur dis toujours, on est un sportif de haut niveau à vie. Pas forcément physiquement, bien sûr, il y a une évolution, mais on reste un sportif de haut niveau dans sa façon de penser, de procéder. Un sportif de haut niveau n'est pas quelqu'un de lambda et ne le sera jamais. Je répète, un sportif de haut niveau n'est pas quelqu'un de lambda et ne le sera jamais. N'est-ce pas, Sandy Chat, qui vient de nous rejoindre, qui est une triple sauteuse. Donc, faites la paix avec ça. Faites le deuil d'être une personne normale. Vous n'êtes pas normaux. Si toutefois la normalité existait, hein, bien sûr, puisqu'on sait que la normalité n'existe pas, mais si toutefois vous aviez tendance et vous espériez devenir quelqu'un de normal, grand Dieu, non, n'essayez pas. Parce que très certainement, tout ce qui vous attend, c'est la dépression en fait. Ça vous empêche d'être dans votre excellence. Ça vous empêche de vous exposer au monde tel que vous êtes, là où c'est facile. Et d'ailleurs, Gilbert Arenas, il n'a pas trouvé de sens dans son après-carrière, malgré l'argent. Donc il l'a dit, il l'a témoigné hein, devant tout le monde, qu'il passait son temps à passer d'un point A à un point B en empruntant le chemin le plus long et qu'en plus, il y allait au moment où il y avait le plus d'embouteillages possible pour y passer le plus de temps possible. Non mais, enfin, dans votre vie, imaginez-vous, vous qui nous écoutez, à quel point tu en es dans ta vie pour te dire, je vais aller perdre mon temps dans les embouteillages. Il faut vraiment être, je pense, sans ressources, dépravé, c'est-à-dire que je n'ai plus d'options, je n'ai plus de choix. Pour qu'on décide, je ne sais pas, hein, peut-être que j'exagère, Kevin, mais je me dis, pour que tu décides, avec toutes les options de Netflix, Apple TV, machin, nana, tes amis, tu as de l'argent, tu voyages, tout ce qui existe, toutes les possibilités qui existent dans le monde, tu décides. À Los Angeles, pour ceux qui connaissent Los Angeles, vous savez à quel point les embouteillages peuvent durer des heures, des heures. Si tu en es après ton après-carrière de sportif de haut niveau, à préférer passer du temps dans les embouteillages plutôt que donner du sens à ta vie, il y a un gros problème, les gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me dis qu'il y a un gros problème. Et que si ça perdure dans le temps, ça va devenir non seulement une dépression, mais comme beaucoup dans un sujet tabou du sport, de l'ancien sportif de haut niveau, très certainement amené au suicide. Parce que vous savez, les dimanches matins, vous vous réveillez en vous disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il fait gris, il fait froid, j'ai envie de rien, j'ai même pas envie de regarder la télé, j'ai pas envie de parler à ma femme, mes enfants me font chier, j'ai envie de parler à personne. Si vous en êtes là, sportif de haut niveau et ancien sportif de haut niveau, si vous en êtes à vous poser cette question, tirez la sonnette d'alarme maintenant. Parce que sur la durée, c'est invivable. Donc, je vous recommande fortement d'identifier, non pas de découvrir, non pas d'aller chercher, mais d'identifier la zone de génie qui est en vous parce qu'elle est déjà là. J'aime bien dans les développements personnels, ils adorent nous dire
Devenez une meilleure meilleure personne. version de soi-même. Be a better man. Non, vous n'avez rien à devenir parce que vous êtes déjà. La seule chose qui est à faire maintenant, c'est juste mettre une lumière sur ce que vous faites déjà. D'ailleurs, Kevin, ah ben, je t'avais déjà posé une question, mais j'en ai déjà une autre. Donc, on va parler du don naturel. C'est un peu une question qui rallonge, mais quel est l'intérêt pour un sportif de haut niveau de découvrir son ME2I il en est déjà, il est déjà dedans. Bon, on revient à la question du Alors, don naturel. Hein. ouais, il est déjà dedans. Je dirais oui et non. Oui et non. Ça va dépendre, on va dire, du degré à quel point il le déploie. Parce que plus on en est conscient, plus on arrive à le déployer. Déjà, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que tu vas être. Je crois que c'est Léo Marchand qui parlait de ça pour les JO. Il a expliqué de comment il avait développé un mode d'entraînement où il avait transformé la douleur en plaisir. Moi, j'ai dit, ouais. En plus, c'est un Toulousain, mais c'est très intéressant ce En qu'il veut plus, il dire. fait de la C'est-à-dire natation, qu'il a c'est-à-dire que c'est horrible, pas très ludique. mais c'est C'est pas le horrible, sport le plus ludique. mais si, si. Et je pense qu'il y a pas moins ludique. J'arrive pas, vraiment, hein, j'arrive pas à voir parce que le vélo, tu vas dehors, l'athlétisme, t'es un peu dehors, tu vois, et c'est moins éprouvant quand même. Tu vois, l'athlétisme, même si c'est dur, mais la natation, je sais plus combien ils font d'heures par jour, mais moi, c'est un sport qui est flippant pour moi. D'un point de vue de l'effort à produire. Pourtant, on voit un gamin, parce qu'il a que 23 ans, enjoué euh, et heureux d'aller s'entraîner à nager, faire des longueurs. Tu vois, c'est la punition normalement. Au basket, on dit faire des suicides. Je sais pas si vous connaissez, Toi, tu as fait une tu dois association, toucher toi. chaque Tu t'es ligne. dit faire des longueurs, oh là là, piscine, faire des longueurs, douleur, tout prend suicide. Ah ouais, mais en plus, c'est une ligne droite, tu vois, c'est vraiment ce côté-là tu vois, tu veux pas aller à droite, tu peux aller à gauche, tu suis ta ligne, enfin, c'est pas facile, mais bref. Donc, déjà de un, je dirais que oui, ils sont dans leur zone de génie, mais peut-être qu'ils sont pas à leur apogée de génie. Parce que justement, tant qu'ils s'ignorent, ils ne se rendent pas compte que peut-être il va s'agir d'appréhender différemment l'entraînement, d'appréhender différemment la compétition, d'appréhender différemment leur carrière peut-être dans les sportifs, dans certains sportifs, le comment justement je m'entoure, de qui je m'entoure, de quel type de coach je vais avoir besoin. Parce que c'est ça ce que ça donne, le MODI, ça donne comment je collecte, comment j'analyse l'information et comment je suis justement créatif. Donc déjà de un, ça permettrait d'être comment dire, d'avoir plus de certitude sur ce que j'apporte, la valeur que je crée, d'accord, dans ma modalité qui va être le sport. Ça c'est de un. Et de deux, le MO2I, ça peut permettre quoi dans la pré-carrière? C'est justement de comprendre que au-delà du sport, je suis un être humain qui est une toute autre. C'est déjà une expérience en tant que telle que d'être un être humain, d'accord? Et en étant cet être humain, j'ai un génie qui sommeille en moi et qui va être applicable dans beaucoup d'autres domaines de ma vie. Et donc, connaître ce MO2I, ça va me permettre de faire quoi? De pouvoir, après ma carrière, me rendre compte que même si j'ai jamais bossé, que c'est une réalité, hein, quand on dit bosser, je parle bien de bosser. Toi, tu as bossé, tu as été journaliste. Tu vois, c'est pas pareil le rythme, etc. Comment tu dois préparer, ça n'a rien à voir. Donc, pour beaucoup, ils n'ont jamais travaillé. Donc, pour anticiper le monde du travail et regarder avant même de commencer à travailler dans quelle voie professionnelle je vais pouvoir exercer justement, activer, déployer ce mode opératoire qui est déjà en moi. C'est-à-dire comment le sortir du sport et me dire, attends, mais comment il peut être implémentable ailleurs que le sport? Et il l'est. Je me répète, il l'est. C'est juste qu'en en prenant conscience, du coup, on va pouvoir se dire, ah, mais finalement, je vais pouvoir continuer à m'éclater dans mon activité quotidienne, même si je ne suis plus sportif. Donc déjà, de un, ça, c'est super important. De deux, ça donne du sens. Parce que dans votre mode opératoire, vous découvrez votre aspiration profonde. Aujourd'hui, vous agissez, on agit tous, mais notre inconscient, en fait, il agit dans un certain axe. Il vise des choses. On est très créatif dans certaines situations car on vise un objectif, on vise une transformation qui est très inconsciente. Mais quand j'en prends conscience, je comprends ce qu'on appelle le pourquoi profond, le pourquoi de mes actions. Et donc, je comprends dans quelle activité je vais pouvoir trouver un vrai sens. D'accord? Déjà, le combo, ça veut dire que si je découvre mon MO2I pour un sportif, je vais pouvoir comprendre dans quel type d'activité je vais pouvoir trouver du sens et du plaisir et donc continuer à m'épanouir et en plus de ça, être bon. Ça, c'est 3 points importants. Et donc, pour terminer, si je regarde d'un point de vue donc de ma vie,
ça veut dire de un, je veux dire, c'est essentiel, hein. Ça veut dire que ben, ma vie, le sens de ma vie ne s'arrête pas à la fin de ma Mhm. carrière. Alléluia. De deux, Très bonne nouvelle. ben, ouais, je te dis, j'en parlais avec mon frère. On a une discussion, tu sais, les discussions nocturnes, quand tous les gamins sont couchés, etc., après le repas, quand on était Pour face à face, etc., on a les discuté. meilleures, hein, Et les pour moi, meilleures c'est discussions. essentiel. Ouais, exactement. Mais si tu veux, lui, par exemple, il est en fin de carrière, tu vois, je sais que c'est des doutes. Je sais très bien, hein, c'est quoi les doutes d'un sportif pro, de se dire, attends, mais attends, là, tu vas s'arrêter, quoi. C'est un full stop. C'est pas un petit arrêt. C'est un full Ouais. stop. Donc, je vois très bien Moi, je dis souvent, le doute, le c'est comme manque, quand tu sors du la peur. cinéma, tu sais que tu pousses la porte là, de sortie de secours, et puis que derrière, t'entends cloc. Tu sais, le truc qui se referme, et tu sais que bon, bah, le film, il est vraiment fini. Si t'as oublié tes lunettes ou t'as oublié ton portable et tout, là, c'est une galère pour récupérer, quoi. C'est clair, c'est clair. Sauf si tu es à Dubaï ou en Suisse, où là, tu es Oh, sûr ouais, de ouais. retrouver, de toute façon, personne ne va rien te voler, tu vois. C'est clair. Mais donc, du coup, tu vois, ça aide quelque part, à se projeter beaucoup plus facilement dans un avenir beaucoup plus sain. Et en plus, le gros avantage qu'ont les sportifs, pour ceux qui ont gagné à peu près correctement leur vie, c'est que normalement, déjà, ils vont peut-être avoir un temps où ils vont avoir du chômage, où ils vont avoir peut-être des revenus qu'ils ont réussi à accumuler au fil des années. Et donc, ils ont un petit temps où ils ont le temps de se réadapter, c'est-à-dire de préparer, tu vois, le nouveau saut dans un nouveau métier. Pour ceux qui ont vraiment rien fait pendant Mais leur carrière, si je pour ceux qui n'ont pas t'écoute fait du tout de formation. et à en croire le Vas-y. mode opératoire, au contraire, alors bien sûr que lorsque la porte est déjà refermée, qu'on est sorti du cinéma, on va trouver une solution pour y retourner si on a oublié son portable ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'intérêt, Mhm. pour continuer sur la métaphore du cinéma, c'est de vérifier avant de sortir qu'on a tout bien avant de sortir. Et donc, l'intérêt, justement, c'est de connaître, d'identifier son hymodosie en carrière pour pouvoir le distiller juste après la carrière. Parce que je rappelle, hein, pour tous ceux, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, hein, moi je suis donc Vanessa Gladden pour tous ceux qui nous rejoignent depuis ta chaîne. Je m'occupe de la santé mentale et trauma sexuel pour les sportifs de haut niveau et anciens sportifs de haut niveau, spécialisée sur les neurosciences et neuroémotionnelles. Et vraiment, ma spécialité, c'est donc l'après-carrière et on identifie. Alors, bien sûr, il y a un deuil à faire, hein, ça c'est indéniable, comme tout, une fois que quelque chose est terminé pour passer à autre chose. Mhm. Je le rappelle, et tous ceux qui, parce que j'ai croisé, coucou, tous ceux qui, quelques-uns de mes clients, je rappelle qu'il y a trois deuils à faire, le deuil du sportif qu'on a été, le deuil de la carrière que l'on a eue et le deuil des circonstances dans lesquelles s'est arrêtée la carrière. Mais non seulement il y a ce trois deuils à faire, mais il y a aussi cinq pôles qui sont impactés dans l'après-carrière. Et vous verrez que c'est relativement désagréable. Donc si on peut emmener quelque chose d'agréable de la carrière vers l'après-carrière pour nous rendre encore plus facile, pour que ça soit lisse et fluide, le but n'est pas de vivre que dans la béatitude, tout est exceptionnel et c'est agréable. La vie fait qu'on a des moments agréables et désagréables. Il faut faire avec, de toutes les façons, on ne nous demande pas notre avis. Mais dans ces cinq pôles qui sont l'identité, qui je suis, mon changement physique, puisque je vais évoluer, hein, soit je vais perdre la masse, soit je veux prendre du gras, ça c'est l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, la biochimie va être impactée. Mon entourage va changer, mon coach, mes compagnons d'entraînement, mon kiné, mon ostéo seront plus là. Mes finances seront impactées, soit je vais gagner plus d'argent, soit je vais gagner moins d'argent. Et puis, il y a un cinquième là, qui me vient plus en tête. Bon, je sais plus. Mais vous voyez bien que dans ces cinq pôles que j'ai moi-même identifiés, hein, c'est ma propre liste, donc j'oublie un truc que moi-même j'ai créé, mais identité, finance, machin, etc. Bon, bah, je sais plus, mais il faut comprendre que forcément ça va être un moment difficile, mais vous pouvez bien le vivre. Et j'ai envie de vous poser une question à laquelle on ne va ni toi ni moi répondre, mais et si arrêter sa carrière était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Et si arrêter sa carrière était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Parce que possiblement, être sportif de niveau vous contraint dans certaines choses, vous empêche de libérer totalement votre génie. Et c'est là. Alors, il y a Suite à Boussole qui nous pose une question. Est-ce que notre entourage est capable d'identifier notre mode opératoire, Kevin? Alors, bon, sur ça, en plus, j'ai deux, trois anecdotes, mais euh,
juste pour celle de Nico, oui, la zone de génie, ce qu'on appelle le don naturel, on va dire oui. C'est un mix, si tu veux. Le mode opératoire, c'est vraiment quelque chose, c'est de l'ordre de l'inné et de l'acquis. Donc, ça se construit. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inné. Donc, l'inné, c'est toujours très dur à identifier. Mais il y a de l'acquis, parce que le mode opératoire, il se construit de par l'environnement auquel on va être exposé, notamment entre nos 0 et nos 16 ans. Puisque le but du cerveau, du système nerveux humain, c'est de trouver toujours, d'arriver à survivre dans tous les environnements. Donc, on va avoir développé ce système-là, ce génie-là, en fait, face à des situations qui se sont répétées, qui ont été plutôt désagréables pour nous. Mais du coup, on a dû trouver quelque part les armes intérieures pour arriver à s'en départir. Donc, c'est de l'ordre de l'inné et de l'acquis. Et ce qu'on va appeler le don naturel, après, c'est encore autre chose, parce que c'est un mix des deux. Le don naturel, par exemple, pour la peinture, c'est-à-dire que le mode opératoire, c'est la manière dont on active nos talents. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça que le mode opératoire, il peut se retrouver dans notre manière de cuisiner, dans notre manière de manager et dans notre manière de jouer. Et du coup, il est implémentable partout, si on le comprend. Il n'est pas limité dans le monde du sport. Pas besoin de citer Zidane, hein, qui est un aussi grand coach qu'il a été joueur presque. Mais du coup, c'est des exemples comme ça, tu vois. Et le don naturel, c'est pour ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire les talents, le don naturel, il peut s'exercer dans plein de domaines. Du coup, notre mode opératoire, on a un mode opératoire, mais il peut s'exercer dans plein de talents différents. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Nico. Et pour celle de suite à boussole, oui. Alors, est-ce que notre entourage peut, comment dire, Identifier. identifier notre mode opératoire? Je dirais que il peut une fois que tu l'as trouvé, tu, tu trouves ta phrase. Parce qu'on a une phrase qui s'appelle j'ai l'art de. Donc, ça décrit le mode opératoire. Parce que c'est un art qu'on possède. Quand tu vas dire à tes proches, voilà mon mode opératoire, ils vont te dire, oui, c'est évident. Par contre, est-ce que maintenant ils sont capables de te le dire? Non. Ils peuvent par contre donner des pistes. Et ça, c'est peut-être un outil que chacun d'entre nous, d'entre vous peut faire, pardon. C'est un truc très simple. C'est justement demander nos proches, par exemple, dans quel type de métier ils nous verraient être excellents ou dans quel type d'activité, de tâche ils voient qu'on est vraiment très bon et comment ils nous voient bon, qu'est-ce qu'ils voient de très bon en nous quand on fait cela. Et donc, ils vont, avec, si tu as un panel de personnes assez large, etc., ils vont te donner des pistes qui sont très intéressantes pour comprendre en quoi justement j'ai du génie, en quoi je suis reconnu par les autres pour être très bon là-dedans. Et donc, ça te donne des pistes. Par contre, identifier le mode opératoire, il faut comprendre que le mode opératoire, suite à Boussole, c'est cette chose. C'est le contexte déclencheur. C'est-à-dire dans quelle situation je suis très créatif et quel est l'objectif déclencheur. Donc ça, c'est les zones de génie. C'est-à-dire ça part d'où et ça va où. Contexte, objectif. Et dedans, il y a les 5 étapes qui sont comment je collecte l'information, comment je mémorise l'information, comment j'analyse l'information, comment je crée des solutions et quel type de solution je crée et comment je mets en œuvre, comment j'active ces solutions dans le monde extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a beaucoup de ces opérations qui sont très inconscientes. Et en fait, ce qui va émerger à la conscience, c'est les solutions. Donc, c'est plutôt vers la fin du processus. OK? Donc, tes proches, ils vont plutôt voir l'extérieur. Donc, ils vont voir ta manière de créer ou qu'est-ce que tu crées. Ils vont pas savoir comment tu analyses, comment tu mémorises, comment tu collectes. Donc, ça, c'est pour ça qu'ils ils vont te donner des éléments, mais ils peuvent pas te donner l'ensemble du mode opératoire. Voilà. Je sais pas si c'est assez clair, mais oui, l'extérieur, quelque part, est un miroir. On dit l'homme on se confronte par l'autre, on se découvre dans l'autre. Donc c'est vrai que l'autre, le regard de l'autre, si c'est un regard à peu près correct, il va nous permettre de mieux nous connaître, de nous reconnaître. Et bien se reconnaître, parce qu'on est censé se connaître, mais on peut se reconnaître, donc se connaître à nouveau par le regard des autres. Mais si tu te connais, tu iras d'autant plus facilement vers là où tu excelles. Et plus tu vas là où tu excelles, plus tu valorises qui tu es, plus les autres vont te valoriser. Et d'ailleurs, on le voit dans le sport. Ceux qui sont sûrs d'eux, les Kobe Bryant, paix à son âme, tous ces joueurs, Michael Jordan, quand vous les écoutez parler, vous voyez bien la confiance qu'ils ont. Je Ils sont sûrs de pense la que tu valeur peux qu'ils ont. citer un Ils n'ont Ibrahimovic. aucun Hein. doute. Personne ne te remettra en question sur un. Zlatan, Zlatan. Alors lui, oui, lui que je l'ai sauvé pour la confiance en lui. Mais
Mais moi, je les trouve passionnants. Par exemple, Zlatan, je le verrais très bien intervenir, tu vois, pas du développement personnel, mais pour justement un travail sur soi. Parce que je pense que Zlatan, c'est quelqu'un qui se connaît extrêmement bien, tu vois, dans la manière dont il est. C'est pas quelqu'un qui s'ignore, tu vois. Il est très, très Ah, intelligent bien d'ailleurs, sûr. Zlatan. Quand tu l'écoutes parler de lui ou de la vie, il est très intelligent par rapport à la moyenne des footballeurs, sans leur faire offense à mes amis footballeurs. Et donc, il a beaucoup de recul sur lui. Il est déjà très Et jeune. beaucoup d'autodérision C'est parce déjà que quelqu'un. il pousse volontairement un peu le bouchon, tout le monde le prend au premier degré, mais voilà, il a beaucoup d'autodérision, ce qui lui permet justement de pousser le curseur et d'aller encore plus loin que là où personne n'oserait aller. Ouais. Je me rappelle, il était avec Thierry Henry, il se baladait dans les trucs de Manchester United, il était en interview, et Thierry Henry dit, ah, il n'y a pas encore ta photo. Il dit, non, on ne peut pas représenter Dieu. Ah, mais je connaissais pas du tout l'anecdote, mais bien sûr que Zlatan, ben, tout le monde le prend souvent au premier degré, mais pour oser justement être ce qu'il est dans l'amplitude, j'ai envie de dire, parce qu'il aurait pu se contenter, mais le mec ose tout. Mais quand il ose tout, ça donne aussi des buts sublimes. C'est parce qu'il ose, Oui. parce qu'il ose rater, Zlatanesque. qu'il ose le faire. Ouais. D'ailleurs, on a nommé ses buts. On dit c'est un Voilà, but zlatanesque. C'est une, c'est une papinade. Papin, Pour ceux qui ont, les anciens qui connaissent Jean-Pierre Papin, Papin, Jean-Pierre il avait Papin. un Non, mais style de quand tu but dis à lui. Jean-Pierre Papin, faut dire avec l'accent. Jean-Pierre Papin. Moi, je suis de Toulouse, donc je peux prendre l'accent de Marseille, bonne mère, et dire Jean-Pierre Papin, la papinade. Alors, Et Nico c'est vrai qu'il rectifie quelque c'était peu tes des espèces propos. de. Il a dit, a priori, Zlatan, mot pour mot, ils ne savent pas encore à quoi Ah oui, ressemble Dieu. Voilà. ah, Donc, merci Nico, tu vois, t'as vu l'interview, elle est hilarante. Hein, parce que même Thierry Henry, il est choqué, il dit non, le gars est fort. Il rigole parce que voilà, il a de la répartie. D'ailleurs, quand on parle, je rebondis, Thierry Henry, récemment, quand on dit break the silence, il a parlé lors d'une longue interview, c'est avec un gars qui s'appelle The Diary of a CEO, donc en c'est un Angleterre. podcast, ouais. Il a, c'est un podcast qui est long, hein, Hmm. qui dure 2 heures, où je pense que c'est la plus grosse star dans le monde du sport, en tout cas nous à l'échelle européenne, qui a parlé autant ouvertement de la dépression. On a eu Teddy Riner, mais je dirais Teddy Riner, c'est pas la magnitude d'un Thierry Henry en termes de voilà de star que c'est. Et puis, Et donc, ce qui est intéressant, c'est et que puis Thierry Henry Thierry dit qu'il Henry est était. encore en carrière. Pas Thierry Henry, Ah oui, Teddy Riner est ah encore en oui, mais carrière. c'est une. Oui, L'analyse de la exactement. situation est pas tout à fait la même. Et c'est logique. On peut pas être Oui, en dehors du sport quand on est encore dans le sport. Logique. exactement. Et moi, je disais, j'en discuté avec plusieurs personnes, et je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais Thierry Henry paraît beaucoup plus épanoui aujourd'hui que lorsqu'il était numéro 3 ou numéro 2 du Ballon d'Or. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, il était au sommet de ce qu'on peut imaginer en termes d'accomplissement d'un être humain. Puisqu'arriver à être le meilleur de ton domaine, là où il y a des Avoir ta millions, statue, peut-être le n'est-ce foot, pas? presque des milliards, et avoir une statue en étant français Ouais. en Angleterre, En étant d'accord? antillais, hein, on va resituer encore plus. Bon, même Antillais, s'il est pas, un il est frère pas deux caribéen, Antilles, mais bon. de- d'une cité bien défamée en plus, les Ulysses de la banlieue parisienne, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est-à-dire, il est parti avec, comment dire, très peu de chances d'y arriver. Il arrive à ce niveau-là, et malgré tout cela, il vivait un état dépressif. Malgré tout cela, derrière les caméras, ça n'allait pas du tout. Donc, en fait, le sportif, là encore, on a besoin, on revient à la notion de nourrir du sens, de nourrir quelque chose qui est profond, qui anime tout être humain. Le sens, ça anime tout être humain. Ce besoin existentiel. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a trouvé sa juste place beaucoup plus qu'avant, alors qu'il était quelque part euh, euh, arrivé plus loin dans un domaine beaucoup plus comment dire challenging. Ce que je veux dire, le journalisme, c'est challenging, mais pas autant peut-être que le monde du foot. Et donc ça, c'est intéressant pour moi de voir que on peut avoir des exemples de sportifs sont arrivés à une maturité, à une connaissance d'eux-mêmes, à une prise de recul qui fait qu'aujourd'hui, ils ont trouvé une place qui était beaucoup plus la leur
que lorsqu'ils étaient des superstars internationales dans leur domaine. Et ça, moi, c'est un message d'espoir que j'aimerais passer à tous les sportifs. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que non, votre vie, je le répète parce que je trouve ça même presque, c'est lourd d'entendre des gens qui ont peur que leur vie presque s'arrête à 35 ans. Non, mais c'est le cas. Alors C'est que, le cas. oui, Pourquoi? c'est Parce le que cas. quand on Oui, grandit, toi, tu les vois, toi. quand on grandit, quand on commence le sport de haut niveau, on commence jeune. Donc on se construit Oui, avec. On construit son ego. Et l'ego, c'est ce que c'est collé, j'ai envie de dire, il est scotché à la pratique du sport de haut niveau. L'ego, je le rappelle pour tous ceux qui ont fait latin, c'est je suis en latin. Donc c'est qui je suis. oui, Donc arrêter le sport de haut niveau, c'est tuer l'ego potentiellement. Donc se tuer, mhm, pour ceux qui me suivent régulièrement, je le dis souvent, le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel, le représenté et le symbolique. Donc ce qui veut dire que arrêter sa carrière et tuer son ego, c'est mourir. Et évidemment, on va faire en sorte, puisque c'est ce à quoi sert notre cerveau, c'est nous faire vivre, survivre, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Donc forcément, quand on est en train de lui dire on va arrêter ce pour quoi on vit, ce qu'on sait faire, le seul truc sur lequel on s'accroche et qui nourrit notre ego, on est en train de dire je vais faire harakiri, puisque c'est encore bien, c'est toi qui prends ton truc et puis tu décides d'arrêter. Donc il y a la carrière qui s'arrête volontairement, et puis il y a les carrières qui s'arrêtent brusquement sur blessure. Puis il y a d'autres qui s'arrêtent pour d'autres contraintes financières, etc., en fonction des sports qu'on pratique. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément de sport professionnel. Moi, je viens d'un sport amateur où gagner sa vie, ce n'est pas forcément la plus facile des choses. N'est-ce pas, oui, Loïc Miat, c'est clair. ancien athlète aussi de haut niveau qui vient de nous rejoindre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent, mais le fait de mourir est la chose la plus violente. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, l'arrêt de la carrière de sport de haut niveau s'appelle la petite mort. Oui, Pensez-vous que ce soit un hasard, la petite mort? Donc forcément que vous allez appréhender et forcément que vous allez arriver dans cette zone encore plus mal si vous n'avez pas identifié qui vous êtes vraiment, le moi authentique, pas celui qu'on m'a obligé à être, pas celui que l'éducation, mon entourage, pas celui que mon environnement, ma culture, ma religion m'a obligé, mais qui je suis vraiment quand je suis tout nu, qui je suis quand je me suis délestée de tout ce qu'on m'a fait porter, quand j'ai posé le sac à dos qui représente tout ce qu'on a mis sur mon dos, qui je suis. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Qui je suis lorsque je me suis dénuée des attentes qu'on a sur moi, de mon environnement, de ma culture, de ma religion. Parce que, alors bien sûr qu'on parle de sportifs de haut niveau, mais pourquoi pas tous se rendre la vie plus facile? Et Kevin vous a déjà donné quelques idées hein, pour ceux qui nous rejoignent. Rappelle un peu comment il peut identifier le plus facilement possible ces zones de génie. Alors bien sûr qu'il y a une grosse partie qui est inconsciente et qui le restera tant qu'on n'ira pas voir des experts comme toi mhm. ou moi, par exemple. Mais rappelle-nous quelles sont déjà, d'ores et déjà, les premières lueurs où on peut dire, oula, attention, peut-être que là, je tiens quelque chose et qu'il faut que je le travaille pour le faire grandir. Bien sûr. Je dirais la manière la plus facile que vous avez de faire, si vous l'avez vécu comme expérience dans votre vie, c'est assez facile à identifier. C'est des activités ou des tâches. Quand vous êtes en train de les faire, vous pourriez les faire pendant des heures et ne jamais vous arrêter presque ou ne pas voir le temps passer. Ça, c'est un espèce d'état de flow que l'on peut retrouver, mais dans beaucoup d'activités, hein. C'est et je parle pas, peut-être, j'enlèverai peut-être le jeu vidéo qui va faire appel à d'autres choses, qui va nous plonger dans autre chose, qui va faire qu'on va pas vouloir s'arrêter ou d'enchaîner des séries Netflix. Voilà. Si vous enchaînez des séries Netflix, c'est peut-être pas une zone de génie en tant que telle. Non, je parle vraiment de choses où vous êtes dans l'action. Vous n'avez pas l'impression justement de voir le temps passer et vous prenez parce que c'est lié à un plaisir et à du sens. C'est-à-dire que tout votre corps presque et arrive à se focus sur une action très facilement. Ça, c'est un élément pour savoir si je suis ou pas dans une activité, une tâche qui probablement en elle-même représente une part de mon génie. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, en répondant suite à Boussole, c'est vos proches. Si vous faites un panel représentatif de vos proches, peut-être vous prenez votre famille, les gens avec qui vous avez déjà bossé, ou avec qui justement vos coéquipiers, si vous êtes sportif, ou vos camarades, etc., de vestiaire.
vous demandez dans quel type de métier il vous verrait bien. Et vous prenez par exemple 10 personnes et vous regardez les patterns, c'est-à-dire les choses qui reviennent souvent. Parce que des personnes qui se connaissent pas et qui disent toutes, je te verrai bien là-dedans, il y a quelque chose à aller creuser. Il y a quelque chose qui va donner une information parce que souvent, je crois que c'était Carl Gustav Jung qui disait que l'autre va beaucoup plus facilement reconnaître des qualités qui sont invisibles à nos yeux. Parce qu'on l'a déjà dit, le génie, c'est invisible à celui qui en a. Donc, quand vous avez du génie dans quelque chose tellement évident pour vous, vous avez l'impression de rien faire. Alors que les autres vont reconnaître quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Ça peut être simple comme des grosses tâches. D'ailleurs, ne vous laissez pas happer par le côté grandiose des choses. C'est des fois dans des choses très simples, très basiques, qu'en fait s'exerce votre zone de génie. Donc, n'hésitez pas à demander à vos proches si vous avez des domaines dans lesquels justement ils vous trouvent particulièrement quelque chose de talentueux. Et là aussi, si vous, ne vous donnent pas vos métiers, peut-être les qualités qu'ils voient chez vous, dans votre manière d'agir, des tâches dans lesquelles ils vous trouvent chaque fois que, ouais, à chaque fois que tu fais ça, c'est super bien fait, c'est super bien rendu. Et ça peut être pas forcément des actions où vous produisez quelque chose, mais ça peut être dans votre façon d'accompagner, votre façon d'être présent, votre façon d'amener un sujet. Ça peut être vraiment, c'est vaste. Donc peut-être que ça, c'est des biais par lesquels vous pouvez introspecter votre propre zone de génie. Même si la façon d'y aller, et je dirais même si vous voulez aller voir Vanessa, par exemple, sur travailler un peu sur votre personnalité, ce changement, cette mutation de la vie de sportif vers la vie d'un ex-sportif, ça, ça va être quelque chose qui est souvent de l'ordre de l'inconscient. Et je dirais, moi, c'est vraiment un conseil que je donne à tous mes frères et sœurs humains, c'est que pour ceux qui ont l'occasion d'avoir des personnes autour d'eux qui sont capables d'accompagner, n'hésitez pas à vous faire accompagner, surtout quand on va des zones qui sont invisibles au conscient. Parce que si on appelle ça l'inconscient, c'est pas par hasard. C'est que ça fait appel à des mécanismes qui sont quelque part sous le radar de la conscience, si on parlait comme ça, et donc qui ne sont pas visibles à nos yeux. Et c'est pour ça que faire émerger de l'inconscient, c'est beaucoup plus simple en se faisant accompagner. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, pertinent. Parce que j'ai envie de dire, et je terminerai avec ça, Vanessa, juste, j'ai envie de dire que si vous faites une introspection, vous pouvez toujours douter, est-ce que je suis vraiment juste dans mon introspection ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous vous dites, peut-être que. Mais le peut-être que, du coup, il manque de certitude, il manque de clarté. Alors que si c'est une personne extérieure et qui vous démontre que c'est bien ça votre zone de génie, ou qui vous démontre que c'est bien ça, par exemple, vos traumas qui bloquent certaines choses, eh bien, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus certain. Et du coup, dans votre possibilité d'avancer pour la suite, ce sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Voilà un petit peu comment on peut justement trouver sa propre zone de génie, mais comment, selon moi, c'est beaucoup plus intéressant de se faire accompagner pour justement, après, passer la seconde et vivre une vie, justement, ne pas seulement avoir de quoi vivre, mais une raison de vivre. J'ai beaucoup aimé ça, ce que tu as dit, je trouve que c'est très, très juste. C'est très simple, hein, mais c'est d'une pertinence pour moi j'avais Bah, jamais entendu et pour moi c'est ma création, ouais, donc c'est forcément. très très juste. Ouais, ouais, non, ben oui, voilà, c'est ça, c'est très fin et c'est très profond, je trouve, hein. C'est très très profond parce que je le vois, je te dis, mon frère par exemple, il a pas mal d'anciens collègues. Je vais utiliser un mot un peu vulgaire, mais qui se font chier comme des rats Bien morts. sûr, On parlait de ville bien sûr. parrainage, mais tu vois, c'est des gars qui sont assis sur des millions, ils ont des maisons, je sais pas, à droite à gauche. Ouais, mais d'accord, mais après, une fois que tu as amené tes gamins à l'école, ok, tu pouvais pas le faire. Demain, tu fais quoi? Tu sers à quoi? De- tu, peut-être tu sais même pas élever des gamins parce que tu t'étais jamais là, tu n'étais pas présent, etc. Donc, il y a plein de choses que tu vas devoir, vers lesquelles tu vas devoir te réadapter. Et je t'avais envoyé la vidéo de Mev Luterding. Mev Luterding, il a fait une interview, pour ceux qui connaissent, un ancien attaquant du PSG, multimillionnaire, qui s'est retrouvé déprimé post-carrière. Et quelque part, c'est absolument normal parce que il savait pas quoi faire de ses journées. Et on peut avoir autant de millions qu'on veut. On veut dire, et en plus, on parle de joueurs qui sont multimillionnaires. C'est une infinité, une infime partie des sportifs. La majorité des sportifs, même professionnels. Même par exemple, quand on prend le foot, je connais moi bien les salaires par exemple de la Ligue 2, etc. C'est des gens qui vont transiter, même si c'est beaucoup pour le commun des mortels, entre peut-être 3 4 000, hein, les premiers salaires, hein, c'est pas beaucoup plus que ça,
les primes, etc., ils ont un peu plus, voilà, vers, allez, les gros joueurs de Ligue 2 vont monter jusqu'à 40 000 peut-être, et encore, là, c'est un peu la crise, donc il y a plus les droits TV, donc peut-être autour de 20 000. Donc c'est ça, ils vont toucher ça, mais peut-être pour ceux qui font une longue carrière, hein, sur 10 ans. Et là, on parle des footballeurs. Mais quid, et toi, tu connais ceux de l'athlétisme. Moi, j'avais vu un athlète pour les Jeux Olympiques qui était intérimaire. Il fait les Jeux Olympiques. Si seulement Il est il n'y en avait intérimaire. qu'un seul. Oui, je sais. Mais ce qui veut dire, c'est qu'après sa carrière, en plus de s'être sacrifié pour son sport, il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Donc, sa reconversion, elle peut être compliquée. Elle peut être d'autant plus urgente à faire. Et c'est là que vient l'intérêt de bien se connaître et de comprendre, parce que c'est ça le principe de base. Il y a deux principes de base que je dirais si vous voulez retenir de ce live, c'est que on a tous un génie, et ce génie-là, il ne se déploie pas, il ne se met pas en lumière que dans le sport pour les sportifs, de un. Et de deux, c'est quelque chose que tu as dit qui est le fait que, ah, ça m'est sorti de la tête, euh, Alors, la petite ah, ok, mort. La petite mort, tu vois, la notion de la petite mort. C'est quelque chose, la vie d'après le sport, d'accord, elle ne s'arrête pas. Elle peut avoir et être beaucoup plus épanouissante que celle pendant le sport. Mais j'ai envie de dire, et là c'est la question que je pose à tout un chacun, que je repose dans mes accompagnements, c'est quoi votre projet de vie? Parce qu'en fait, en partant de qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, vous pourrez mettre en place les moyens vous pourrez vous donner les moyens de l'atteindre. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez de votre vie, ça peut être complexe de se dire, OK, je vais me faire accompagner. OK, je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour justement arriver à mettre du conscient là où j'en ai pas et m'offrir justement la possibilité de vivre une expérience de vie ultra riche. Parce que quelque part, l'expérience de vie, c'est la responsabilité de chacun de se la donner. C'est-à-dire, l'expérience de vie que l'on a, et je vais pas te l'apprendre à toi, tu es depuis plus longtemps que moi dans le neuro-émotionnel, l'expérience de vie de quelqu'un dépend de son monde de ses intérieur, croyances. dépend de ses croyances. Donc, plus vous allez être en capacité de changer vos croyances sur vous-même et sur le monde et sur ce qu'est la vie, plus vous allez être en capacité d'avoir une expérience de vie vaste, large, riche. Et ça, c'est un choix. C'est-à-dire que vous avez le choix d'aller vers ce Hmm. travail-là. Vous avez le choix de rester dans un mode, OK, je vais faire, je vais juste être, voilà, dans l'accumulation de biens, essayer de me payer des vacances par an. Enfin, dans quelque chose qui est très matérialiste, mais je dirais pas dans le sens métaphysique ou religieux du terme, mais dans le sens, c'est juste une expérience de qu'est-ce que je peux accumuler, mais pas de ce que je peux vivre profondément. Et ça, c'est le choix de départ pour justement faire quelque part, je pense que ceux qui sont accompagnés, c'est des gens qui ont une soif d'une expérience de vie riche et profonde. Selon moi, c'est ce que j'ai pu voir, observer dans les gens qui viennent à moi. Même si je les filtre pas, je me rends compte que c'est des gens qui se disent, ouais, moi, je sais que la vie, elle peut être beaucoup plus grande et kiffante que ce que je vis maintenant. Et je vais me donner les moyens de le faire en me faisant accompagner. Ça, c'est accessible à tous. Moi, je le dis, je ne pensais pas que la vie elle pouvait être aussi riche que je la vis actuellement. Très sincèrement, je ne le pensais pas. Maintenant, et je le dis des fois en rigolant, les gens ils vont pas me croire. Je l'ai dit à mon frère, je le répète, en rigolant, je dirais, si Cristiano Ronaldo rentrerait dans mon cœur, peut-être qu'il abandonnerait sa vie pour prendre la mienne. Mais ça, c'est que à l'intérieur de moi que je peux le savoir, parce que quelque part, c'est que moi, à l'intérieur de moi, et peut-être que je me raconte des histoires. Mais c'est juste de dire, voilà, j'en suis au point où je n'envie personne sur Terre. Absolument personne. Parce que Voilà. justement, tu es totalement dans cette zone de génie. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu expliquais pour l'accompagnement, en fait, on n'est pas obligé d'être accompagné. Déjà, si votre vie vous convient exactement comme elle est, ne changez rien. Déjà, on n'est pas en train Exactement. de vous dire changer de vie, c'est on a tout compris à la vie et on sait mieux que vous. C'est pas du tout ce qu'on dit. On dit si tu es au bord de la dépression, si tu te réveilles plus souvent déprimé que ce qu'il te semblerait d'être, on va dire, si ton quotidien te paraît bien trop fade, si tu es au bord de la dépression, si tu dois commencer à te médicamenter, que tu as été voir un thérapeute, plutôt un psychiatre, et que le psychiatre t'a donné déjà des comprimés, à mon avis, la réponse, elle n'est pas là. Parce que déjà,
si tu commences à te médicamenter et que tu ne vas pas chercher la raison racine, c'est-à-dire la première raison qui fait que tu en es arrivé là, il est possible que tu continues c'est-à-dire à pallier aux symptômes. Tous les jours, tu n'arrives pas à dormir, tu prends un somnifère, tous les jours, je suis pas heureux, alors je prends de la dopamine, tous les jours, je... Et en fait, tu ne fais que compenser, bien sûr. Alors la phrase, oui, alors c'est vrai, je vais répondre à Nico et à Samuel, la phrase c'est on a autant besoin de raisons de vivre que de quoi vivre. C'est toi qui l'avais répété, Kevin, Ah oui, et donc c'est ce qu'il nous demandait oui. à ce moment-là. On a autant besoin de quoi vivre, des pépettes, que de raison de vivre. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me battre ce matin? Qu'est-ce qui fait que je me réveille avec le smile tous les jours? Si vous n'en êtes pas là et vous savez et vous passez plus de jours à vous réveiller en ayant la boule au ventre, envie de pleurer, etc., c'est tout simplement parce que vous n'avez pas mis la lumière sur ce que vous avez déjà. Et je répète, ce que vous avez déjà. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à, oui, à aller à découvrir. Il y a juste à mettre en lumière une zone que vous avez déjà. Et c'est pour ça que c'est facile. C'est pour ça que c'est facile. On n'est pas en train de vous dire faites un marathon. Pour certains, c'est facile. Pour moi, c'est absolument compliqué de faire un marathon. Pourtant, j'ai fait du sport de haut niveau, donc la question, c'est pas de m'entraîner. Mais m'entraîner pour faire un marathon, c'est très compliqué. Donc, je suis pas du tout en train de vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas en vous. Je suis en train de vous dire, faites-vous le plus beau des cadeaux. Faites-vous accompagner. Pourquoi? Et c'est ce que tu disais. Je vais prendre un exemple concret. Quand vous êtes sur la Tour Eiffel, vous avez la vue depuis la Tour Eiffel. Ça, c'est vos yeux. Vous avez la vue depuis la Tour Eiffel. En revanche, pour avoir une vue globale de la Tour Eiffel, il faut être hors de la Tour Eiffel. Et c'est le rôle du thérapeute. Le rôle du thérapeute, c'est d'avoir une vue globale sur la Tour Eiffel, qui est vous. Vous n'avez que la vue qui est magnifique, hein. La vue depuis le troisième étage de la Tour Eiffel. En plus, si vous êtes au deuxième et que vous êtes dans le super resto, c'est extraordinaire. En revanche, pour avoir le recul, vous ne pouvez pas. Donc, c'est vraiment ce pourquoi, si vous avez envie d'aller plus loin, envie d'aller voir votre zone de génie, vous rendre tous les jours la vie facile, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est en vous, mais c'est votre responsabilité de savoir ce que vous êtes prêt à faire pour vous faciliter la vie. C'est personne ne va prendre cette responsabilité et heureusement, ça veut dire que vous avez tout en main. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait en main, vous seriez obligé de le supplier de vous aider. En revanche, comme vous êtes le seul responsable de ce qui arrivera dans votre futur, c'est extraordinaire. Vous décidez. C'est la meilleure des choses, Kevin. Ah, c'est clair, c'est clair. Et tu vois, tu parles de facilité, la facilité, et rajouterais quelque chose dont on n'a pas parlé. On a parlé du sens, on a parlé du plaisir, on a parlé de la fluidité. Et quelque chose qui vient en conséquence de cela, c'est que, en fait, votre mode opératoire, c'est ce que vous avez, la plus grande valeur que vous avez à apporter au monde. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que c'est là, plus vous allez connaître votre mode opératoire, plus vous allez être utile aux autres. D'accord? Plus vous allez être utile aux autres, plus vous allez être conscient de la valeur que vous avez en vous-même et que vous pouvez offrir aux autres, plus vous allez valoriser ce que vous faites et plus en retour, vous pouvez quoi? Avoir les conséquences, les retours que sont la création de valeur. Et dans un monde économique, créer de la valeur veut dire attirer les revenus à soi. Et plus vous allez être en capacité de créer de la valeur, plus vous allez pouvoir générer des revenus qui seront plus ou moins importants selon le domaine dans lequel vous êtes. Parce que bien entendu, après, ça va dépendre du domaine. Ok? Si vous êtes, votre zone de génie, elle va être plutôt dans ce qui touche à de l'humanitaire. Bon, c'est pas là où, mais de toute façon, c'est pas, ce sera probablement pas votre but. Mais si vous êtes dans une zone de génie dans le trading, vous allez probablement pouvoir faire plus de revenus que si vous avez une zone de génie dans la thérapie, par exemple. Même si on peut bien gagner sa vie en étant thérapeute, les leviers ne sont pas les mêmes. Donc, je veux dire, ça, c'est encore autre chose. Mais globalement, plus vous allez être en capacité de comprendre votre manière de créer de la valeur, plus vous allez pouvoir valoriser cela et plus en retour, vous allez pouvoir attirer à vous des choses très positives puisque quelque part, ça c'est une phrase que j'aime toujours dire, c'est the money chase value, the Ah oui. value don't chase money. Et ça, c'était un humoriste américain que j'adore qui disait ça. Il dit, je ne comprends pas les gens qui bossent de prime abord pour l'argent, notamment dans quelque chose qui est un métier passion. Pourquoi? Cherchez à être excellent dans votre domaine, sachant que là, on dit, ne cherchez plus en fait.
Révélez votre excellence à vous et mettez-vous dans les conditions qui vont la mettre en lumière. En conséquence, vous allez être un excellent dans votre domaine, même si ça fait très peu de temps que vous y êtes. Et ça, j'en suis témoin de ma propre expérience. J'ai 1 an d'expérience dans le coaching et je le dis, hein, dans ma manière d'accompagner, je le sais puisque j'ai pu faire du benchmarking, je suis bien meilleur que beaucoup de coachs qui sont là depuis 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans leur zone de génie. C'est pas que je suis meilleur qu'eux en tant que tel. Je suis pas une meilleure personne. C'est juste que je sais exactement ce que je peux apporter aux personnes. Et eux l'ignorent. Et peut-être qu'ils sont un peu à côté de ce qu'ils Mm. peuvent apporter. Et donc, quand vous allez être dans votre excellence et que vous allez vous y mettre les 2 pieds dedans, vous allez pouvoir devenir un virtuose d'un domaine, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en avant vos qualités naturelles plutôt que de chercher à être bon dans un domaine. Vous allez trouver le domaine dans lequel vous êtes bon et y aller naturellement. Puisque, et je terminerai vraiment là-dessus pour ma part, c'est que dans la nature, qui est l'exemple parfait, et ça c'est euh, un de nos formateurs, Roméo Cournal, qui le dit, dans la nature, on n'a jamais vu un oiseau qui se force pour voler. On n'a jamais vu un poisson Je force qui pour se force nager. pour nager. Quand vous êtes dans votre domaine de génie, il n'y a pas de friction dans ce que vous produisez. Il peut y avoir de la friction dans ce que vous apprenez, parce que l'apprentissage nécessite un effort, mais l'exécution, qui bien l'exécution, à un moment donné, elle est absolument fluide. Quand vous regardez Usain Bolt sprinter, je suis désolé, mesdames et messieurs, quand vous regardez Carl Lewis, vous voyez pas quelqu'un qui est en train de produire un effort, vous voyez un être humain dans l'apothéose de ce que son corps peut produire. Voilà, je vais juste terminer avec ça. Ben voilà, les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va pas vous garder plus longtemps. Vous êtes avec 2 passionnés, donc on aurait pu en parler encore des heures et des heures. On a le sentiment qu'on n'est jamais arrivé au bout, mais on va vous laisser reprendre bien sûr votre fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui vont partager bien sûr ce live. Merci à tous ceux qui vont regarder en replay. J'espère que ce moment avec nous vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager ce moment avec Kevin et de le découvrir encore plus. Donc vous l'avez compris, hein, vous avez tout en vous, vous êtes déjà parfait, il suffit simplement de mettre un peu de lumière dessus. Et puis je le rappelle, comme je finis toujours, la vie, c'est un sport. Alors on va jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau live. À bientôt! Merci à toi, Vanessa. À bientôt, tout le monde.